Sébastien Cambus, donc directeur en sciences des données chez Solutions BI. Et je suis ravi d'être avec vous sur cette journée, donc la 7e édition du Salon de Connexion. Et j'aimerais aujourd'hui parler avec vous d'intelligence artificielle. Alors, certes, vous allez me dire que c'est un sujet qui commence à plus être très original. C'est vrai que ça fait presque maintenant 1 an et demi depuis que notamment l'IA générative est arrivée, l'avènement des grands modèles de langage qu'on entend beaucoup parler d'IA. On en entend parler sur les salons, comme ici, on entend parler dans les communautés professionnelles, on entend parler sur les réseaux sociaux. On essaye de nous montrer la valeur ajoutée que peut apporter ces solutions. Et c'est vrai, c'est époustouflant, pardon, je suis le premier à être bluffé. On nous montre aussi, a priori, la facilité avec laquelle on peut implanter ce genre de solutions dans nos organisations. Cependant, on parle beaucoup moins de la manière dont on peut le faire, c'est-à-dire quels sont les prérequis qui vont faire qu'une organisation peut développer, peut créer, peut déployer à grande échelle une solution d'intelligence artificielle. Parce qu'il y a deux choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre tester la résolution d'une problématique sur un coin de table, je pense qu'on l'a déjà tous fait avec ChatGPT, tester la résolution d'un problème. Souvent, on obtient des résultats qui sont satisfaisants, qui sont encourageants, et du coup, on s'emballe un peu, on se dit que ça pourrait être vraiment quelque chose de génial pour l'organisation. Mais lorsqu'il s'agit de créer une solution de toute pièce et de la déployer à grande échelle au niveau de l'entreprise, là, ça devient beaucoup plus complexe. C'est des projets qui nécessitent en fait une certaine maturité organisationnelle. Et aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce qu'on peut évaluer cette maturité pour pouvoir commencer à créer donc, des initiatives en intelligence artificielle. Alors déjà, la première chose à se demander avant même de parler de maturité d'organisation, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'IA? Alors c'est une question qui peut sembler triviale et assez simple, mais lorsqu'on discute avec nos confrères, lorsqu'on discute avec des clients, lorsqu'on discute avec des prospects, on se rend compte que la réponse à cette question, elle n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Comme je le disais, il y a eu un gros engouement en fait, qui s'est fait autour de l'IA et donc de ces nouvelles technologies, et ça a créé, depuis maintenant 1 an et demi, un vrai effet de tendance. Donc c'est une des premières raisons pour lesquelles une organisation voudrait se lancer dans l'intelligence artificielle, c'est se dire, bon ok, c'est quelque chose qui est à la mode, tout le monde en fait, alors pourquoi pas nous? Les entreprises, elles observent ce qui se fait dans leur industrie, elles ont aussi des outils qui intègrent plus facilement l'IA, et on voit continuellement, de manière perpétuelle, de nouvelles technologies émerger également. La deuxième raison pour laquelle une entreprise pourrait vouloir se lancer dans l'IA, c'est un peu plus une conséquence de la première, c'est ce qu'on appelle l'effet de FOMO, donc le Fear of Missing Out en anglais, qui est dans le cas présent la crainte de manquer le virage technologique, la peur de ne plus être assez compétitif face à ses concurrents. Et ce sentiment de FOMO, il est vraiment accentué par la rapidité à laquelle évoluent les solutions d'IA qui sont créées, notamment, entre autres, OpenAI, Google, qui investissent des sommes faramineuses dans la recherche et le développement pour bonifier, pour créer de nouvelles solutions. Mais nous et vous, en tant que petites et moyennes entreprises, on a dans la réalité, beaucoup de mal à s'adapter à ces changements qui sont beaucoup trop rapides. C'est pour cette raison que le FOMO est vraiment accentué. Enfin, une raison un peu plus saine et légitime, c'est d'avoir identifié un cas d'usage. C'est-à-dire qu'on a rencontré une problématique dans l'entreprise dont on sait que la résolution est possible par l'IA, ou alors on a repéré un processus opérationnel qui n'est pas optimisé, ou enfin on peut aussi avoir acquis de nouvelles données, c'est-à-dire qu'on a intégré de nouvelles données, donc on enrichit les données disponibles et on peut peut-être alors répondre à des cas d'usage grâce à l'IA auxquels on ne pouvait pas répondre par le passé. Donc ça, c'est la première question à se poser, avant même de se demander si on est mature pour l'IA. Et en fait, cette question, elle s'intègre plus globalement dans ce qu'on a appelé la composante de vision
leadership et vision de l'entreprise. Donc le leadership et la vision de l'entreprise, on s'entend, c'est quand même plus au niveau donc, de la direction de l'entreprise, du top management, des directeurs. C'est la capacité justement à avoir une vraie vision justement de comment l'IA peut nous aider dans notre entreprise et comment on va pouvoir l'implémenter. Cette composante, elle fait partie donc de 6 composantes qu'on a identifiées qui définissent la maturité pour lancer des projets en IA, et on identifie notamment la composante des données et gouvernance, hein, qui est extrêmement importante dans le sens où la donnée, c'est la matière première des projets d'intelligence artificielle, et la gouvernance, c'est le cadre qui va englober l'ensemble de ces développements et qui va également englober les données. La composante des talents et expertise, donc là c'est un peu plus le côté humain, c'est la capacité de se doter de compétences en interne ou alors en externe pour pouvoir réaliser ces projets d'IA. Les cas d'usage, j'en ai vaguement parlé en introduction, mais c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va faire que vos projets d'IA que vous allez développer et déployer vont avoir une vraie valeur sur votre entreprise. Donc arrivez à prioriser ceux qui ont le plus fort impact. L'infrastructure IT, on est plus du côté des outils, c'est-à-dire quels moyens j'ai à ma disposition pour pouvoir développer et déployer ces projets d'IA. Et enfin, la gestion du changement, qui est une composante primordiale, si ce n'est aussi importante que le développement du projet en tant que tel, c'est la capacité à faire transitionner une entreprise d'un point A à un point B en impliquant les collaborateurs et en faisant en sorte qu'ils soient acteurs du changement. On va passer en revue l'ensemble de ces composantes, on va essayer de comprendre à quoi elles correspondent, et on va surtout essayer de comprendre pourquoi elles sont si importantes pour que vous puissiez déployer vos projets d'IA. Le leadership et la vision, comme je disais, c'est être capable d'être conscient des défis auxquels l'IA peut répondre. C'est très souvent, lorsqu'on parle de leadership vision, hein, je disais, on est sur les membres de la direction, sur les managers, sur les directeurs. Si ces personnes-là n'ont pas une vision claire ou en tout cas ne sont pas enclins à faire de l'IA, a priori, il y a quand même de fortes chances que les initiatives qui soient lancées dans des projets un peu isolés ne voient jamais le jour en production. C'est aussi être capable de mobiliser des équipes autour de projets qui sont inspirants et innovants, et surtout avoir confiance en la technologie qui est utilisée, mais surtout en la technologie qui va être développée. Une solution, c'est une technologie. Donc les raisons pour lesquelles le leadership et la vision sont si importantes pour la réussite des projets d'IA, déjà dans un premier temps, ça va permettre de définir des objectifs. Vous le savez, une entreprise a une vision stratégique qui se décline en objectifs stratégiques et qui eux-mêmes se déclinent en objectifs opérationnels. Ça va permettre d'avoir une vision claire de la valeur ajoutée que l'IA peut apporter dans l'entreprise. Ça va favoriser aussi la création d'une culture d'innovation, et ça c'est extrêmement important. On le voit, hein, toutes les grandes entreprises de la tech qui utilisent l'IA depuis maintenant plusieurs dizaines d'années sont considérées comme des entreprises innovantes et sont des entreprises qui arrivent à générer de l'innovation de manière régulière et continue. Ça va permettre, cette culture d'innovation, d'encourager la prise d'initiative de la part de vos collaborateurs, de créer une vraie intelligence collective, mais surtout pour l'entreprise de rester à la pointe de la technologie et d'avoir donc un avantage concurrentiel à long terme. Enfin, les ressources, les membres de la direction, le top management sont les personnes qui ont les moyens d'allouer des ressources à des projets. Lorsque vous décidez d'embarquer sur un projet d'IA ambitieux, il va falloir se donner les moyens de pouvoir réaliser ce projet. C'est aussi donc, ce que je disais en introduction, pouvoir mobiliser des ressources, qu'elles soient internes ou externes. La composante des données et gouvernance, alors celle-ci, bon, elle est primordiale, hein, si vous n'avez pas de données, a priori, ça risque d'être compliqué de réaliser des projets d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment la capacité à disposer de données qui soient pertinentes. Et là, j'appuie vraiment sur le mot pertinent, hein, privilégier toujours la qualité à la quantité. Pour la petite anecdote, j'ai eu à travailler dans une précédente expérience sur un projet d'IA
pour lequel on m'avait dit mais t'inquiète pas, on a de la donnée, on a des terras et des teraoctets de données. Alors oui, c'était vrai, il y avait des terras et des teraoctets de données, peut-être un peu trop parce qu'elle était très souvent mal documentée. Et surtout, en fait, plus on avançait dans le projet, plus on se rendait compte que cette donnée était très peu qualitative, voire des fois totalement incohérente avec ce qu'on avait dans nos systèmes d'information. Donc en fait, on passe beaucoup de temps à aller chercher de la donnée pertinente et quand on en trouve, on n'est même pas sûr qu'elle soit qualitative. Pour ça, toujours privilégier la qualité à la quantité. Le cadre de gouvernance, on en entend de plus en plus parler, notamment avec l'arrivée de la loi 25, hein, le fait de pouvoir rassurer la sécurité et la confidentialité de la donnée et surtout de pouvoir harmoniser donc, les pratiques dans votre entreprise. Donc pourquoi c'est si important la composante des données de gouvernance? Bon, déjà, comme je le disais, hein, c'est pouvoir s'assurer de satisfaire aux exigences réglementaires, donc d'être conforme vis-à-vis de la collecte, de la gestion, du traitement de la donnée et de l'utilisation de la donnée. C'est également pouvoir mieux maîtriser ces risques lorsqu'on a créé un cadre de gouvernance abouti, où le stockage et l'utilisation de la donnée sont sécurisés. On va pouvoir identifier plus rapidement les potentielles failles et être proactif de fait à ce sujet. C'est une stratégie qui certes prend du temps, hein, la gouvernance de données, c'est pas neutre. Mais c'est un vrai investissement à long terme, parce qu'on le sait, on l'a vu dans le passé, hein, dans beaucoup d'entreprises dans le monde. Les entreprises qui n'ont pas fait attention, en tout cas assez attention aux efforts mis sur la confidentialité et la sécurité de la donnée, ça en a souvent résulté par une fuite de données et des sanctions qui vont avec, donc une sanction d'une autorité, et aussi un coût, un vrai coût pour l'image de l'entreprise. Enfin, la performance des modèles, à l'inverse du garbage in, garbage out, on a ce qu'on appelle le quality in, quality out. Donc si vous avez des données de qualité, a priori, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus performants. Vous savez, une intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est artificiel. J'aime toujours faire le parallèle avec un enfant, l'enseignement d'un enfant. Lorsqu'un enfant naît, il est complètement vierge de tout enseignement, et ça va être à nous, adultes, de lui apporter les éléments nécessaires pour le former, pour qu'il évolue dans la société. Si on lui a apporté forcément des mauvais enseignements, il y a de fortes chances que plus tard, il réplique ces enseignements à ses enfants et qu'il ait du mal forcément aussi à s'intégrer dans la société. Une intelligence artificielle, c'est pareil. Si l'input, donc en général la donnée que vous lui avez fournie, n'est pas de bonne qualité, le résultat ne sera pas de bonne qualité. Avoir des données de qualité, ça permet aussi de réduire le temps de développement. Comme je disais, moi, sur les précédents projets, j'avais passé énormément de temps à faire de la cohérence de qualité, à faire du back and forth entre le projet et l'utilisation de la donnée, parce que les données n'étaient pas assez qualitatives. Et ça améliore aussi la satisfaction des collaborateurs, parce qu'il n'y a rien de plus usant pour un scientifique des données qui travaille sur un projet d'IA, d'avoir à se battre avec la qualité de la donnée. La composante des talents et expertise, donc là on est sur le côté humain, c'est arriver à se doter d'experts techniques qui soient capables de mettre en œuvre des projets d'IA. Et quand je parle de mettre en œuvre, c'est mettre en œuvre de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'à la mise en production. Pas simplement avoir peut-être une personne qui a vu ça pendant ses cours à la faculté. Ça demande une vraie expérience, une vraie expertise, d'avoir des personnes qui ont déjà rencontré des problématiques, par exemple sur la mise en production. C'est aussi être capable de faire communiquer les lignes d'affaires avec les experts techniques, ce qui est extrêmement important, et ce, dès le début d'un projet, et investir dans la formation si nécessaire. C'est vrai je le disais en introduction, on a beaucoup les technologies évoluent très rapidement et il faut être capable d'être flexible sur la formation de ses collaborateurs. Donc la composante de talent et expertise, elle est importante déjà dans un premier temps pour atteindre vos objectifs. Le fait d'avoir engagé des ressources qui sont qualifiées avec un certain équilibre entre les niveaux de seniorité va permettre d'avoir des solutions qui répondent efficacement aux besoins. Là encore, si vous décidez de lancer un projet d'IA ambitieux, mais que vous n'avez par exemple que des ressources juniors, ça risque d'être beaucoup plus compliqué et peut-être beaucoup plus long aussi.
La rentabilité, avoir des personnes qui ont de l'expérience sur ces sujets, ça va permettre de réduire les délais de développement. On va avoir une solution qui sera plus qualitative et qui pourra être maintenue dans le temps. Et ça va permettre aussi de mieux maîtriser les risques opérationnels. Les scientifiques des données travaillent très souvent avec des données qui sont parfois un peu sensibles, des données personnelles. Et les personnes expérimentées, en tout cas, sont plus acculturées à ce genre de problème. Enfin, l'épanouissement, une équipe qui est formée, qui a les bons outils pour travailler, va en général mieux réussir dans son travail, pouvoir aboutir à une solution. Et l'équipe se sentira alors utile à son entreprise, ce qui réduit à long terme le turnover. Ça favorise également beaucoup la créativité, parce que forcément les réussites, ça donne beaucoup d'idées et ça donne une vision pour l'avenir. Les cas d'usage, j'en ai parlé très rapidement en introduction, mais ici c'est extrêmement important et je m'arrête 2 petites minutes. Si la raison pour laquelle vous avez décidé de faire de l'IA, c'est par effet de tendance, par effet de mode ou parce que vous avez peur de louper un virage, il y a de fortes chances que le cas d'usage que vous souhaitez développer, ou en tout cas que vous avez identifié, ne soit pas celui qui ait la plus grande valeur ajoutée sur votre entreprise. C'est central, il faut pouvoir identifier des cas d'usage qui répondent aux objectifs d'affaires opérationnels. Ne pas se concentrer sur la technologie. La première des choses, c'est le cas d'usage. On a telle problématique, quelle solution, qu'elle soit d'IA ou pas d'IA, peu importe, dans un premier temps, mais après on va se concentrer sur l'IA, ne pas se focus sur une technologie en particulier. La résolution d'une problématique d'IA, elle doit être quantifiable et surtout, elle doit avoir la plus forte valeur ajoutée possible. Donc pourquoi les cas d'usage sont si importants? Déjà, ça va permettre de pouvoir aligner vos objectifs, en tout cas l'atteinte de vos objectifs opérationnels avec les objectifs stratégiques, ce qui va créer en fait une vraie cohérence dans les actions que l'entreprise mène par rapport à ce sur quoi en tout cas elle communique, par exemple pour les parties prenantes. La valeur, j'en parlais, c'est arrivé si on priorise les cas d'usage qui ont une forte valeur ajoutée, on pourra prouver aisément le retour sur investissement et les parties prenantes auront à long terme beaucoup plus confiance dans les projets que vous voulez développer. L'engagement. Les cas d'usage, si une équipe travaille sur un cas d'usage dont il voit qu'il a un fort impact positif, une fois déployé en production, il se rend compte qu'il y a un fort impact positif sur l'entreprise, ça va permettre de donner du sens au travail, d'avoir des collaborateurs qui rejoignent ce qu'on disait tout à l'heure, plus épanouis, avoir un sentiment d'accomplissement et de fierté professionnelle, ça crée aussi cette cohésion d'équipe et on favorise donc pour le futur la mobilisation des employés. L'infrastructure IT, donc ça c'est plus le côté outil, c'est avoir une capacité de traitement et de stockage qui puisse supporter des charges de modèles d'IA. On le sait, parfois ce sont des modèles qui sont assez lourds. C'est avoir une infrastructure qui peut permettre de répondre aux requis, on va dire, du cadre de gouvernance de données et à la sécurité. Et surtout, là c'est hyper important, c'est d'avoir un environnement qui puisse être flexible et pour lequel on puisse s'adapter rapidement aux nouvelles solutions. Donc la raison pour laquelle c'est importante, on va pouvoir donc concrétiser ces ambitions, le fait d'avoir une plateforme de stockage, de gestion et traitement de la donnée qui est stable et qui évolue dans le temps, ça va permettre donc d'atteindre les requis du cadre de gouvernance de données et d'avoir donc un avantage concurrentiel à long terme. On va pouvoir aussi mieux optimiser les coûts. Optimiser les coûts parce que je pense notamment à tous les environnements infonuagiques. Aujourd'hui, il est possible très facilement de pouvoir maximiser l'utilisation des ressources qu'on déploie. Et l'évolutivité en fait, de ces plateformes peut répondre en fait, de manière très flexible au changement. Et aujourd'hui, en fait, on a ce qu'on n'avait pas avant, ce qui manquait un peu peut-être sur les 15 dernières années, des modèles de paiement qui étaient souvent liés à des licences, qui étaient un coût vraiment très, en tout cas une charge écrasante pour les entreprises qui avaient une faible utilisation, par exemple. Donc maintenant, on a des modèles de paiement à l'utilisation qui s'adaptent beaucoup plus facilement aux usages. Enfin, arriver à optimiser l'utilisation, les plateformes
les environnements infonuagiques mettent à disposition beaucoup de services d'intelligence artificielle préfabriqués, ce qui fait qu'on va pouvoir les utiliser sans avoir à les recoder, à les reprogrammer depuis le début. Ça va permettre de réduire les délais de développement et aussi de bénéficier de la sécurité qui est garantie par le fournisseur. Enfin, la gestion du changement, je pense que c'est une des composantes essentielles qui n'est peut-être pas forcément trop mise en avant, mais cette composante permet de pouvoir justifier, donc examiner les conséquences d'un changement, d'une transformation de l'entreprise, et pouvoir gérer les changements, qu'ils soient humains, qu'ils soient culturels, qu'ils soient opérationnels ou technologiques. C'est arriver à mobiliser aussi ses collaborateurs autour d'un projet commun. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'une gestion du changement qui est bien menée va permettre une meilleure adoption de l'IA. Si je reprends le précédent exemple, l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure, on avait bâti en fait une solution d'IA qui devait permettre d'aider les lignes d'affaires. Cependant, il y avait en fait très peu de gestion de projet, donc il y a eu très peu de communication qui a été faite là-dessus. La communication en fait a été faite au moment du déploiement. On a senti clairement une vraie réticence de la part des lignes d'affaires qui devaient être utilisateurs de la solution. Donc, une meilleure gestion du changement, ça va permettre de gérer la résistance au changement, de favoriser l'acceptation et même de faire devenir les utilisateurs promoteurs de nouveaux processus par les collaborateurs, et exploiter surtout le plein potentiel des solutions. Parce que vous vous doutez bien que lorsqu'il y a une réticence vis-à-vis de l'utilisation d'une solution, celle-ci sera forcément sous-exploitée. Ça permet d'être plus efficace, des collaborateurs qui sont formés, qui sont accompagnés, pour lesquels on a communiqué. Ça va permettre de minimiser les perturbations opérationnelles parce qu'ils seront formés pour utiliser les outils. Et on obtiendra les résultats escomptés, qui étaient promis sûrement dans le cadrage du projet, beaucoup plus rapidement. Enfin, la gestion du changement, c'est un vrai cercle vertueux d'innovation. Les parties prenantes qui ont confiance donc, dans ces projets d'IA qui sont développés, ça va permettre la réduction du temps d'adoption pour les prochains projets. Et surtout, donc, le collaborateur, donc ça c'est un peu le stade ultime, c'est que le collaborateur, l'utilisateur, soit demandeur de nouveaux projets. Donc la question c'est, on a vu un peu l'ensemble de ces composantes, maintenant c'est comment est-ce qu'on évalue sa maturité de manière efficace. Alors évaluer sa maturité, ça demande du travail, hein, c'est pas quelque chose qui est neutre en temps. On va devoir instaurer un vrai cadre de travail dans lequel on va déjà commencer par faire un état des lieux de l'existant. Donc ça, c'est sa maturité actuelle, donc savoir ce qu'on a. Ensuite, on va recenser les besoins en fonction de là où on veut aller. Donc ça, c'est la maturité cible. Et la différence entre les deux, ça va être l'inventaire de toutes les actions qu'on va devoir mener au cours du temps. Là encore, je le répète, hein, une maturité, ça ne s'acquiert pas en 2 semaines, donc c'est des actions qu'on va devoir prioriser dans une sorte de plan stratégique pour améliorer sa maturité. On a identifié 5 niveaux de maturité d'une entreprise. Le premier niveau étant le niveau le plus faible, ce qu'on a appelé un état initial de solution ad hoc. Donc là, on est très souvent sur des entreprises qui ont une architecture de données peu évoluée, très souvent même pour lesquelles les solutions d'IA ne sont même pas, en tout cas, au programme. Le deuxième niveau, donc là, on est sur une phase de sensibilisation. Donc là, on commence déjà un petit peu à parler dans les membres de la direction, dans le management. On commence à parler un petit peu de l'intelligence artificielle, à s'y intéresser, à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le niveau 3, là déjà, en général, on a quand même bâti une structure de données. Il n'y a pas forcément encore un cadre de gouvernance clair qui est mis en place, mais en tout cas, des travaux ont été initiés et on commence éventuellement aussi à avoir des compétences en interne. Intégration et optimisation ici, donc c'est l'avant-dernier niveau, c'est souvent quand même des entreprises qui ont commencé à implanter l'IA, donc c'est-à-dire qui ont commencé à démarrer des projets, qui ont réussi ou pas réussi, mais qui en tout cas sont dans cette lancée. Et enfin, le niveau 5, là, on est vraiment donc, sur des entreprises qui
sont presque leaders de leur industrie par leurs pratiques en intelligence artificielle. Les niveaux auxquels on pourrait... Non, la question, en fait, c'est de se dire bon, à quel moment est-ce qu'on peut commencer des projets d'IA? Les niveaux de maturité qui ont la plus de chances de voir aboutir des projets d'IA en production, selon nous, c'est quand même à partir du niveau 3. On commence donc à avoir cette fameuse sensibilisation. Mais pour autant, il ne faut pas non plus attendre de cocher toutes les cases. Il ne faut pas attendre, on le voit parfois chez certains prospects ou clients, que certains sont trop réticents parce qu'ils ne pensent jamais être assez matures pour l'IA. La maturité, c'est un processus de long terme et ça n'empêche pas de pouvoir commencer des initiatives en IA pour la simple et unique raison que ça va permettre à l'entreprise d'acquérir de l'expérience sur le sujet, même si ça reste au stade de projet de recherche, que l'entreprise sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de le mettre en production. En tout cas, c'est des travaux qui vont permettre de faire grandir l'entreprise à long terme. Donc pour conclure cette présentation, comme je l'ai dit, c'est un processus qui prend du temps et de la réflexion, d'évaluer sa maturité en IA. Ça mobilise aussi l'ensemble de l'entreprise, que ce soit les lignes d'affaires, les experts techniques et les décideurs. Mais c'est un investissement stratégique qui est vraiment nécessaire à l'entreprise, qui va permettre, au bout du bout, d'augmenter fortement la probabilité de succès des projets. Chez Solutions BI, on a créé Maturia, qui est un outil qui permet d'évaluer sa maturité, que vous pourrez retrouver au au kiosque 1012. J'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie. Bonne journée.